Ce qu'il cite, c'est « vivre vite, mourir jeune, jouer aux méchants, tout saloper ». Et ces 4 fragments de phrases, enfin ces 4 fragments de mots plutôt, figurent dans le livre qui est au pied du lit, qui était le livre que lisait Claude au moment de l'accident, qui est un livre écrit par un critique rock américain, Lester Bangs, et son livre s'appelle Psychotic Reaction et autres carburateurs flingués. Et là, je me dis, mais il y a une histoire de carburateur qui est là déjà. Quelle est cette histoire? Et donc, je vois le marque-page à la page de Lou Reed, et je vois des croix dans la marge, et notamment devant cette phrase. Donc ça fait partie de toutes les choses qui me font écrire aussi. Je me dis, c'est totalement fou. Mais après, quand on veut voir du sens, on voit du sens. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là ce soir pour cette 3e rencontre co-organisée par Réseau, l'école de méditation et Zone Critique. Je suis très content d'être là avec vous ce soir et merci infiniment Brigitte Giraud d'être parmi nous ce soir pour cette rencontre. On est très heureux de vous accueillir ici au sein de Réseau pour cette rencontre qui fait suite à celle qu'on avait organisée avec François Bégodeau le mois dernier, puis avec Yannick Enel en janvier. Est-ce que ça va au niveau du son? Vous m'entendez bien? J'ai l'impression qu'il y a un tout petit écho. Ouais. Et donc cette rencontre prend place pour ceux qui ne connaîtraient pas trop ce cycle dans un cycle qu'on organise chaque mois avec des écrivains qui viennent parler de notre société, de notre monde, puis de notre humanité. L'enjeu, c'est vraiment de montrer comment la littérature interroge de manière très radicale, très forte, au fond, la société moderne et puis notre condition humaine. Et donc, on pourrait dire que c'est un travail qui est propre à la fois à Réseau, l'école de méditation, puisque Réseau, c'est une école de méditation, mais c'est aussi un lieu où on propose des séminaires, des conférences avec des philosophes, des essayistes qui viennent parler des enjeux propres à notre époque, en relation, en dialogue avec la pratique de la méditation. Donc, on organise plein de choses, il y a plein de projets, mais il y a par exemple un format qui s'appelle Une heure, une œuvre, où un enseignant de Réseau, un essayiste, vient parler d'une œuvre qui lui tient à cœur. Et vous avez aussi par exemple, une fois par mois, le mardi, Fabrice Midal, donc le fondateur de Réseau, qui vient essayer de penser la question du découragement comme maladie propre à notre époque. Donc tout ça pour vous dire que vraiment c'est un lieu où on essaye vraiment de penser le monde contemporain à travers la culture, qui n'est pas quelque chose d'éthéré, d'abstrait, mais vraiment quelque chose qui nous aide à entrer en relation avec le monde, avec ses enjeux. Et c'est aussi le travail qu'on fait au sein de Zone Critique, qui est à la fois une revue papier, une revue en ligne, et puis une maison d'édition, où on défend des écrivains qui s'emparent des grands enjeux de notre époque, le numérique, les réseaux sociaux, les nouvelles formes de relations amoureuses. Et l'enjeu, c'est de défendre, c'est de mettre en avant ces écrivains-là, par exemple, à travers des textes de fiction qu'on publie chaque mois sur notre site internet. On publie 10 micro-fictions par mois, par des écrivains comme François Bégodeau, Théo Cassiani, et qui tous prennent à bras-le-corps cette question des mutations contemporaines de notre monde. Et c'est pour ça que je suis très heureux de vous accueillir ce soir, Brigitte Giraud, puisque donc, on pourrait dire que l'un des fils de votre œuvre, c'est la question de l'intime, et puis du drame intime, mais toujours en résonance avec le collectif, toujours en résonance avec la question politique même, on pourrait dire. D'ailleurs, vous avez déclaré le jour du prix Goncourt que vous avez reçu en 2022 pour Vivre vite, que pour vous, l'intime n'avait de sens qu'en lien avec le collectif. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans votre roman Vivre vite, pour lequel on vous reçoit ce soir, puisque vous relatez tous les événements qui se sont succédés, la chaîne d'événements qui s'est succédée, et qui va aboutir à la mort de votre mari Claude, décédé d'un accident de moto. Et en même temps, on pourrait dire que vous inscrivez cette mort, et puis le couple que vous formiez avec lui à l'époque, dans le prisme de l'époque, qui est celle de la fin du
XXe siècle, donc une époque différente de la nôtre. Vous allez nous expliquer pourquoi. Mais voilà, une époque où on va dire que la communication était différente, que voilà, parler à quelqu'un qui habite loin nécessitait de prendre un téléphone et pas seulement d'envoyer un message, et où vous dites aussi que eh bien, nos pulsions étaient un peu plus empêchées, peut-être qu'aujourd'hui, toujours dans Vivre vite. Et donc, vous faites jouer intime et collectif dans ce roman qui, que vous avez publié 20 ans après le premier texte que vous avez publié sur la mort de Claude, donc à présent, publié en 2001, et qui est un texte plutôt, on va dire, de la sidération qu'a suscité en vous cet événement, puisque vous parlez des quelques jours qui suivent en fait l'événement, donc c'est très différent, c'est pas une enquête pour essayer de comprendre les causes, mais c'est plus essayer de relater cette dévastation en fait, de ce choc et ce vertige qu'a ouvert en vous ce drame et ce décès de Claude. Et donc ma première question, voilà, qui m'est venue en préparant cet entretien, c'est en fait pourquoi avoir attendu 20 ans pour écrire à nouveau sur cet événement, sachant qu'entre-temps vous avez écrit sur voilà, des thèmes bien différents. Bah merci, bonsoir, bonsoir à vous tous. En effet, l'accident a eu lieu le 22 juin 1999 sur un boulevard de la ville de Lyon où je vis toujours. Il se trouve que cet accident n'a pas de cause apparente, ce qui est un peu la clé de départ de l'écriture. Je me retrouve avec un rapport de police qui pose bien plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Il y a l'heure, le jour, le lieu, l'angle de rue, et puis que s'est-il passé? Donc je suis face à une énigme, mais pour autant, alors je suis déjà écrivaine à ce moment-là, c'est-à-dire que je ne deviens pas écrivaine à la suite de cette déflagration, à la suite de cet événement. J'avais déjà publié 2 livres, et d'ailleurs l'accident a lieu au moment où je m'apprête à publier mon deuxième roman qui s'appelle Nico, et pour lequel je fais un aller-retour à Paris pour faire ce qu'on appelle le service de presse de ce livre, c'est-à-dire vous envoyez le livre à la presse avec votre attaché de presse. Bref. L'accident a lieu dans cet intervalle d'absence et ça a son importance. 2 ans après, je publie un récit assez bref qui s'appelle À présent, en effet, qui est vraiment un livre de la sidération, de la déflagration, qui raconte en fait la semaine qui suit et qui essaye de cerner ce paradoxe totalement insondable, même par l'écriture, qui dit comment on est absolument effondré à l'intérieur, comment on disparaît en même temps que la personne aimée, c'est une véritable disparition de soi, et comment en même temps on est absolument debout comme un petit robot qui va faire exactement ce qu'il faut accomplir pendant la semaine qui suit. Et Dieu sait que la semaine qui suit une mort, notamment une mort violente, est un moment où il faut être d'une vigilance, d'une acuité et d'une énergie totale. Donc j'essaye de rendre compte de cela, et la fin d'à présent, c'est la fin de la semaine au moment où la disparition est effective, c'est-à-dire la disparition du corps, et donc les obsèques. Mais je sais à ce moment-là, quand j'écris et que je publie à présent, que le livre, le vrai livre, je sais très bien que je ne l'ai pas fait. Je sais très bien que je ne l'ai pas accompli. Je sais que je n'en ai pas été capable. Et je me dis pas grand-chose. J'essaye de me raccrocher aux branches pour survivre. Mais je sais que peut-être si un jour il est possible que j'aille mieux, il y aura un livre plus, alors ambitieux c'est pas le mot, mais qui embrasserait de façon plus large, plus profonde, plus radicale l'ensemble de cette histoire, parce que je sais tout de suite le jour où l'accident a lieu, le 22 juin, et je sais aussi le jour des obsèques qu'il y a quelque chose qui n'a vraiment pas tourné rond. Je sais qu'il y a eu quelque chose avec une maison que je m'étais mise en tête d'acheter,
alors qu'elle n'était pas à vendre. Donc c'est comme si j'avais eu le destin qui m'avait envoyé des signaux que je n'avais pas voulu voir. Et la maison est au cœur de ce qui a provoqué l'accident, par une suite de répercussions dont je parle dans Vivre vite. J'apprends très vite, j'apprends le jour des obsèques, que la moto sur laquelle roulait mon compagnon à ce moment-là ne lui appartenait pas, était la moto qui appartenait à mon frère. Cette moto n'avait rien à faire là. Et j'apprends ce jour-là que cette moto est une Honda 900 CBR Fireblade fabriquée au Japon, mais interdite au Japon parce que jugée trop dangereuse, réservée à l'exportation vers l'Europe, vers la France, vers l'Espagne. Voilà. Donc ça fait déjà beaucoup de choses dans les dysfonctionnements. Et je sais aussi à ce moment-là qu'il y a eu la semaine qui a précédé l'accident, les mois qui ont précédé l'accident, beaucoup de coïncidences étranges, beaucoup de hasards tout à fait inquiétants, beaucoup de signes peut-être que je n'ai pas vus. Donc je sais qu'à un moment, il faudra que je mette de l'ordre et que j'organise en quelque sorte ce qu'on peut appeler un arbre généalogique qui conduit année après année, en fonction des choix qu'on fait dans nos existences, dans notre existence, petits choix, choix importants, petits détails, une trajectoire qui va être la trajectoire qui conduit à la catastrophe. Donc il va falloir que je réorganise le réel pour pouvoir l'interroger vraiment. Et d'ailleurs, cette organisation, cette reconstruction, elle est influencée par le travail de deux artistes, Fischli et Weiss, qui vous ont inspiré justement à ce projet romanesque et puis cette construction. Est-ce que vous pourriez nous les présenter? Parce que je les ai découverts avec vous, j'ai trouvé complètement fascinant ces vidéos sur le cours des choses. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ce travail et en quoi est-ce que ça a influencé justement la structure de Vivre vite? Alors si j'ai mis 20 ans pour pouvoir écrire Vivre vite, il fallait d'une part que je sois sortie du chaos, il fallait que je me trouve à la bonne distance, il fallait que j'ai retrouvé mon sens de l'ironie, de l'humour, ma pleine capacité à prendre le réel à bras-le-corps. Ce livre me faisait peur. C'est pour ça que je le reportais. Pendant ce temps, j'écrivais d'autres livres que j'intercalais, je reportais celui-ci. Il me faisait peur parce qu'il était censé faire émerger toutes les vérités. Des vérités intimes, des vérités sociologiques, des vérités collectives, des vérités historiques, politiques, etc. Et puis, je n'arrivais pas à l'écrire parce que j'avais peur de le rater. C'est le livre le plus important de mon parcours littéraire. Et je n'arrivais pas aussi à l'écrire parce que je n'avais pas la forme. On est vraiment dans Vivre vite, comme tous mes livres précédents, sont des textes littéraires. Ce ne sont pas des témoignages. Je fais une différence dans la mesure où un témoignage serait, par exemple, raconter ce qui s'est passé, simplement pour inscrire ce qui s'est passé. Alors la construction que je nomme littéraire, je nomme ce livre, Vivre vite, un roman autobiographique. Pour moi, le côté roman est important, c'est-à-dire une façon de réorganiser la réalité. Et pour entrer dans ce livre, il fallait que j'ai une clé, la fameuse clé de la maison, si on peut dire, et je ne savais pas comment le construire. Et puis, il s'est passé un événement dont on parlera plus tard, en lien avec la maison, la fameuse maison qu'il a fallu que je quitte au bout de 20 ans, maison dans laquelle j'ai emménagé seule avec mon fils. Et j'ai découvert, entre-temps, le travail de Fischli et Weiss. Ce sont des plasticiens suisses-allemands qui ont travaillé dans leur atelier autour, en effet, de ce qu'ils ont appelé der Lauf der Dinge, le cours des choses. Et ils ont mis en scène des objets usuels, des objets quotidiens, qui s'animent les uns à la suite des autres par le fameux effet domino. Alors, par exemple, vous faites rouler une petite bille qui va tomber dans un bol d'eau, l'eau va déborder, qui va emmener une petite toupie, qui va à son tour actionner quelque chose d'autre. Vous pouvez accéder à ces cours des choses sur YouTube, c'est totalement fascinant, comme vous l'avez dit. Et là, quand j'ai eu connaissance de leur travail, je me suis dit que c'était exactement cette mécanique, c'est un livre qui parle de mécanique, qui parle de moteur, qui parle de moto, mais qui parle aussi de la mécanique avec laquelle nos existences fonctionnent. Et donc en fait, à la fois vous tournez autour de la question de ce lien de cause à conséquence, et en même temps, vous n'hésitez pas non plus à le nommer par
le mot de destin, en fait, et quel rapport vous entretenez avec cette notion, et qu'est-ce que Vivre vite dit de cette idée de destin? Est-ce que c'est quelque chose qui court bien en filigrane de votre roman? Ouais, c'est exactement ça. Je voulais vérifier, en quelque sorte, je voulais savoir si est-ce que le destin existe. Le destin, c'est ce mot, il y a un autre mot, hein, enfin, il y a plusieurs mots, il y a le fatoum, il y a le mektoub, ce mot qui vient de l'arabe, le mektoub, qui veut dire c'était écrit. Donc j'ai besoin de voir si c'était écrit, parce que tout ce système de coïncidence dont je vous ai parlé avant est tellement sidérant, et tellement mystérieux, et tellement invraisemblable, que j'ai eu besoin de poser tous les faits les uns après les autres pour voir si c'était inéluctable et si le destin a quelque chose à voir avec ce qui est arrivé à Claude, et donc à moi, et à notre fils, et à nous tous, ou alors si c'est plutôt en lien avec le hasard. Le hasard, c'est un autre mot qui vient de l'arabe. Dans les pays arabes, hasard, ça veut dire jeu de dés. Donc, le destin d'un côté, le hasard de l'autre côté, l'un étant quasiment à l'inverse de l'autre. Puis il y a une troisième notion qui est déterminante dans nos existences à nous tous, qui est le déterminisme. Par quoi sommes-nous mus quand nous prenons les décisions que nous prenons? C'est un livre qui parle de classe sociale, c'est un livre qui parle de transfuge de classe, c'est un livre qui parle de libéralisme, qui parle de gentrification, qui parle d'une époque, on y reviendra, qui parle d'un lieu, comment on circule dans une ville. Ça veut dire que chacun des détails qui parfois n'en sont pas, qui sont à l'origine de nos faits et gestes, il y a bien une raison qui préside à cela. Donc ce livre est un énorme chantier qui tente de reconstituer une version possible de la réalité, et qui essaye de faire émerger du sens. En fait, ce livre est une espèce de leurre, c'est-à-dire que je me leurre moi-même, et je le sais très bien en écrivant. Ce livre essaye de mettre du sens là où il n'y en a pas. Un accident, le mot accident, ça veut dire ce qui tombe par hasard. Là, c'est l'histoire d'un homme qui tombe. Je crois qu'il n'y a pas de sens. J'essaye de rendre supportable l'insupportable en me re-armant, enfin on n'ose plus utiliser ce genre de mot, je vais pas l'utiliser, je trouve pas d'équivalent, et je pense qu'il y a plein d'équivalents, mais je le trouve pas, en me désaxant pour essayer de voir comment fonctionne la réalité, et puis en essayant de borner ce qui peut commencer à constituer quelque chose en lien avec la folie. C'est-à-dire, ce livre essaye d'organiser l'obsession. L'obsession, c'est de dire, mais si j'avais téléphoné quand j'étais à Paris, comme j'aurais dû le faire, si cette moto n'avait pas, si ma mère n'avait pas, si je n'avais pas voulu absolument acquérir cette maison, si, voilà. Et des si, j'en ai trouvé, mais des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et l'enjeu de ce livre, c'était qu'il s'organise autour de 23 chapitres. C'était surtout qu'il ne fasse pas 3000 pages. Parce que j'aurais pu ne jamais cesser d'écrire ce livre, tout en sachant que quand il ne se passe rien de dramatique dans nos existences, ou rien d'extraordinaire, ça peut être aussi la rencontre de deux personnes qui n'avaient rien pour se rencontrer, et qui vont, hop, tomber l'un sur l'autre, je sais pas, à un angle de rue ou dans un aéroport, et qui vont faire leur vie ensemble. Et là, quand quelque chose d'exceptionnel arrive, on a besoin d'interroger le réel et le passé, et de voir mais quelle est la mécanique qui nous a conduit là. Quand il se passe rien de particulier, comme aujourd'hui, il n'est pas nécessaire d'aller comprendre pourquoi on est au point P le jour J. Mais c'est vrai qu'en vous lisant, je me disais, enfin vraiment à chaque page, je me disais, mais c'est vraiment un récit qui essaye de mettre du sens. Enfin, je sens que la quête, c'est de trouver le sens, et qui, à un moment donné, aboutit sur cette phrase. Il n'y a rien à comprendre, en fait. Et donc, on est vraiment au cœur du paradoxe que vous manifestez là, en fait. C'est-à-dire que vous essayez effectivement d'organiser cette obsession, en fait, de la quête du sens. Et ce qui est fascinant, je trouve, c'est qu'à la fois, donc, c'est très structuré. Donc vraiment, on est dans la
quête très précise du lien de cause à conséquence qui amène au drame. Et en même temps, cette quête, elle naît d'une forme d'obsession presque magique, en fait, ou en tous les cas presque fantastique, qui est celle, et donc c'est là que l'arbre généalogique commence, qui est celle de la recherche d'un nouvel appartement. Et en fait, à ce moment-là, donc c'est le début du récit, vous êtes pris d'une sorte de fièvre, de frénésie immobilière. Vous voulez absolument changer de maison. Et en fait, ce qui rend ce début de récit assez captivant, c'est qu'on a l'impression que vous êtes presque hypnotisé par une forme de charme. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette obsession? De quoi est-ce qu'elle est le nom? Alors ce livre tente aussi de voir s'il y a responsabilité, où sont les responsabilités, entre la responsabilité et le lien à la culpabilité, parfois il n'y a qu'un pas, donc j'ai besoin de mettre cela à plat également. C'est vrai que la façon dont c'est organisé, c'est comme un puzzle aussi. 23 pièces de puzzle, si une seule des pièces du puzzle ne s'emboîte pas, l'accident ne peut pas avoir lieu. Donc c'est assez péréquien finalement. C'était pas le projet, mais en écrivant, c'est devenu ce projet-là. Cette quête de maison, le premier si, c'est cela. Je sais que je me suis entêtée d'une façon quasi pathologique, je peux prononcer le mot, que j'ai absolument voulu acquérir une maison de ville qui était pas loin de chez nous. Ce qui m'a paru inquiétant, c'est que cette maison n'était pas à vendre et de voir comment, mois après mois, j'ai essayé de faire en sorte de tordre le destin, on peut appeler les choses comme ça, de faire des doubles et des triples sauts périurrières pour que cette maison puisse finir par être à vendre et qu'on puisse finir par l'acquérir parce que rien ne convenait, le prix, elle était trop chère, elle n'était pas dédiée à la vente, rien n'était fait pour qu'on finisse par emménager dans cette maison. Et c'est le fait d'emménager dans cette maison qui provoque les conditions propices pour que pour que l'accident puisse avoir lieu. Donc ça, la première grosse interrogation, elle est avec moi-même, elle est face à moi-même. Qu'est-ce qui m'a pris? Et la réalité, le livre est une simplification de la réalité. La réalité est bien plus inquiétante que la façon dont j'en ai rendu compte. Écrire ce livre, évidemment, c'est un aveu d'impuissance. L'écriture est totalement impuissante. Elle ne permet pas de faire revenir cet homme. Elle ne permet pas ça permet pas grand-chose. Ça permet par contre de faire émerger des liens. Et en écrivant ce livre, je fais émerger tout un tas de liens. Et c'est là que je me rends compte que nous sommes tous reliés. Qu'il y a non seulement un rapport de cause à effet, mais un rapport de personne à personne. C'est-à-dire que je n'avais pas du tout imaginé qu'allait émerger dans ce récit Stephen King, par exemple, qui n'a absolument rien à voir avec l'histoire, mais c'est un livre qui est écrit aussi avec de la mauvaise foi, avec une façon de mentir vrai. Sinon, il faut pas écrire. Si on n'est pas capable d'aller au bout de la logique qui peut être très inquiétante. Je ne savais pas que j'allais voir apparaître la reine Astrid. Alors, par exemple, dans ce rapport de police, pour vous dire comment ça fonctionne, j'ai ce rapport de police, je vois l'endroit tel angle de rue, et l'accident a lieu devant l'hôtel 5 étoiles de Reine Astrid, devant lequel nous passions, je passe encore, puisque c'est entre chez moi et la gare, donc je passe devant plusieurs fois par semaine. Et je ne savais pas à ce moment-là qui était la reine Astrid. Je ne m'étais pas interrogée du nom de cet hôtel 5 étoiles. Donc c'est le premier nom que je commence à interroger et je me rends compte que la reine Astrid, épouse du roi Léopold de Belgique, elle-même est morte dans un accident de voiture à 25 ans. Voiture conduite par son époux. Et le premier nom qui apparaît dans le rapport de police, c'est déjà un nom qui me pose question. Je me dis, mais c'est comme une coïncidence un peu étrange. Et ensuite, je n'ai qu'à interroger ce que j'ai à portée de main.
Et chaque fois que j'interroge quelque chose qui se présente à moi, tout cela me paraît totalement de plus en plus étrange, de plus en plus mystérieux. Et j'ai l'impression que nous sommes tous reliés par des voies à la fois mystérieuses, mais qui font sens. Tout fait sens. Et c'est bien ce qui est fascinant et presque inquiétant. Et c'est bien ce qui fait aussi, ce qui provoque de la littérature, de la fiction, et le désir d'écrire, et le désir d'enchaîner, le désir d'enquêter. Ce livre, c'est vraiment une double et triple enquête. Et dans ce tissu de relations, vous découvrez cet ingénieur, donc Tadao Baba, qui est donc l'ingénieur qui a conçu cette moto, la Honda 900 Fireblade, donc lame de feu, que conduisait Claude au moment de son décès. Et en fait, vous faites vraiment une enquête sur ce personnage, qui était un ingénieur un peu particulier. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur ce chapitre, ces 2 chapitres, d'ailleurs qui ne commencent pas par des si, mais les pourquoi, c'est les 2 seuls qui se distinguent des autres par leur titre. Et est-ce que vous pourriez revenir sur l'histoire de cette moto et sur l'histoire de cet ingénieur Tadao Baba, qui était un personnage assez mystérieux en fait. Oui, alors dans les premières pages du livre, je me pose la question de savoir pourquoi le Japon, pays dans lequel je n'ai jamais mis les pieds, qui est situé à 10 000 km de mon centre névralgique d'existence, est le pays finalement, par l'intermédiaire de la firme Honda, le pays qui va venir fracasser mon existence. Pourquoi le Japon fait irruption comme ça dans mon quotidien. Donc l'enquête va me mener auprès d'abord différents concessionnaires de motos, différents motards, différentes personnes qui savent ce qu'est cette moto, le danger que représente cette moto. Je me rends compte qu'il y a eu énormément d'accidents mortels ou d'accidents gravissimes. Et je finis par rencontrer de façon, avec des intermédiaires, ce Tadao Baba, qui au moment où je mène l'enquête vient juste de prendre sa retraite, 68-69 ans. Et je me rends compte que c'est un ingénieur au Japon qui est extrêmement... qui est comme un héros. Et c'est vrai que le Japon a un lien avec ses ingénieurs très différent que de nous autres en Europe et notamment en France. On connaît très peu le nom des ingénieurs qui ont construit, par exemple, je sais pas, le TGV, tel bâtiment, tel type de technologie. On va davantage honorer les architectes. Et je me rends compte que ce Tadao Baba est à ce point un héros qu'il existe, par exemple, une gamme de produits dérivés à son effigie. Et cela me paraît totalement fascinant. Et cet homme est absolument... très séduisant dans tous les sens du terme. Vous pouvez par exemple au Japon acheter un t-shirt Baba, vous pouvez acheter une housse de couette Baba, vous pouvez acheter une coque de portable Baba, des rideaux de douche Baba. Et tout cela me paraît totalement presque effrayant, mais en même temps ça génère du sens et j'ai besoin de ce sens, c'est-à-dire que j'ai besoin qu'il y ait des mesures, tout ce qui est des mesures dans l'existence me rassure parce que je me dis que moi je suis dans la démesure de ce que je suis en train de vivre, de ce que je suis en train d'éprouver. Donc la démesure de Stephen King, de l'accident qu'il subit 3 jours avant Claude me rassure en quelque sorte. Vous savez enfin vous le savez évidemment aussi bien que moi, quand on vit quelque chose d'extrêmement violent, d'extrêmement incompréhensible, d'extrêmement désespérant ou des accents, ça rassure de voir que d'autres personnes vivent aussi des choses extrêmes. Et là, finalement, ce Tadao Baba, je me mets à m'intéresser à la façon avec laquelle il a construit ce moteur. Et je me mets à devenir presque spécialiste de ce type de moteur. Parce qu'il faudrait peut-être... dire que c'est une moto particulière qui est extrêmement légère en fait et qui est une moto de c'est une moto de circuit en fait, mais qui en fait est une moto de circuit en fait. Et donc il y a un leurre commercial, qui fait qu'elle est interdite
au Japon, mais autorisé par des traités commerciaux signés avec l'Union européenne à l'exportation. Voilà, donc c'est le scandale qui me fait écrire aussi, puisque c'est aussi un texte qui est un texte politique, qui parle de la violence du libéralisme, qui parle de violence de la mondialisation. Et c'est vrai que Tadao Baba, il a cette particularité également, c'est que il faisait lui-même des essais sur ses motos, un peu comme un cow-boy sur des rodéos sur ses chevaux, il les testait lui-même, et sur les circuits, quand il chutait, il lui arrivait de chuter. Sur un circuit, on peut chuter parce qu'il n'y a pas d'obstacle, alors que dans un centre-ville, chuter, ça veut dire que c'est voué à une issue qui peut être extrêmement grave. Et voilà, et donc je me mets à m'intéresser à comment on construit un moteur et comment ce type de moto, le différentiel entre le poids et la puissance, et c'est quelque chose qui est absolument passionnant, cette mécanique-là. Et ça me permet aussi d'admettre que le livre va fonctionner comme une chaîne de transmission, c'est-à-dire cette mécanique qui est une métaphore de la mécanique plus large de la moto. Cette moto est interdite en Europe depuis 2003. Voilà, donc je suis allée sur pas mal de forums de discussion, j'ai rencontré pas mal de concessionnaires, et je me suis rendu compte aussi que sur les forums de discussion, toutes les traces des accidents ont été soigneusement effacées. Et ça, c'est quelque chose qui est... je me suis demandé qui était payé pour effacer les traces et comment on s'y prend. Et vous découvrez en même temps que cette moto, elle a une forme d'aura de fascination en Europe et en France, pour sa dangerosité même. Et vous dites que Tadao Baba a gravé une citation, une phrase sur cette moto, pour ceux qui veulent savoir ce que la légèreté veut dire. For the people who want to know why. Enfin voilà. Et la légèreté, au départ, ça a été une des possibilités de titre pour le livre. C'est ce que je dis, tous les sens du mot légèreté. Comme on grave à l'intérieur d'une alliance voilà, des initiales ou une petite phrase ou un mot symbolique. C'est un livre qui parle beaucoup de symboles et de symboles cachés. Voilà, savoir ce que légèreté veut dire. En effet, les motards qui avaient envie qui achetaient cette moto avaient envie de se faire des frayeurs très grandes et des montées d'adrénaline. C'est un livre qui me permet de parler aussi de ce qu'est le rapport au danger, ce qu'est le masculin, ce qu'est la vitesse, ce qu'est la virilité, possible ou impossible, ce qu'est cette grande question du XXe siècle, parce qu'il me semble que l'invention la plus importante du XXe siècle, c'est peut-être le moteur à explosion, et la façon dont ça a rendu aussi, dont ça a changé le regard sur les hommes. C'est vrai que le XXe siècle, et par l'intermédiaire de la publicité et du cinéma, nous donne des images dans les films de course-poursuite à bord de voitures extrêmement puissantes. Il y a tous ces films avec des motos Easy Rider, etc., de motos, voilà, quelque chose qui rend les hommes très, très désirables. Et c'est une question, moi, qui m'intéresse beaucoup, ce masculin et ce rapport au danger qui est en lien avec la musique. Enfin, ce vivre vite, c'est aussi cette question-là qui est au cœur du livre. Vous pourriez revenir d'ailleurs sur la signification de ce titre, Vivre vite. Donc c'est lié à un morceau de musique, ouais, je crois. Ouais. Alors, Vivre vite, je trouve alors, il y a une citation qui est, au départ, c'est comment dire, le mantra, si on peut dire, de James Dean, hein, Vivre vite, mourir jeune. Mais ça a été repris par ce musicien Lou Reed, donc le leader du Velvet Underground. Ce qu'il cite, c'est Vivre vite, mourir jeune, jouer au méchant, tout saloper. Et ces quatre fragments de phrases, enfin ces quatre fragments de mots plutôt, figurent dans le livre qui est au pied du lit, qui était le livre que lisait Claude au moment de l'accident, qui était un livre écrit par
un critique rock américain, Lester Bangs, et son livre s'appelle Psychotic Reaction et autres carburateurs flingués. Et là, je me dis, mais il y a une histoire de carburateur qui est là déjà. Quelle est cette histoire? Et donc, je vois le marque-page à la page de Lou Reed, et je vois des croix dans la marge, et notamment devant cette phrase. Donc ça fait partie de toutes les choses qui me font écrire aussi. Je me dis, c'est totalement fou. Mais après, quand on veut voir du sens, on voit du sens. Et évidemment, quand on cherche quelque chose, on trouve. Alors, on trouve en général ce qu'on ne cherchait pas. Mais en tout cas, il y a tout un tas de signes qui sont là. Et ce vivre vite, évidemment, a un lien avec le rock'n'roll. Il se trouve que Claude était musicien, qu'il était critique musical pop-rock, et qu'il dirigeait pour un journal qui est pour Le Monde, et qu'il dirigeait la discothèque municipale de Lyon. Et donc son activité principale était, essentielle, était de faire des écoutes musicales, de rédiger des critiques, de faire des choix d'acquisition pour constituer un fonds dans son fonds de discothèque, de lire sur la musique, d'aller au concert et de partager cela avec les personnes qui partageaient sa vie, en l'occurrence moi, ce qui fait que j'ai un lien qui est très fort avec la musique, avec les musiciens et qui n'a jamais cessé. C'est ça, il y a le vivre vite de la quête intime, qui est lié à Claude, qui est très associé dans ce récit rock'n'roll, à cette énergie-là, en fait, d'ailleurs, qui parcourt vos phrases, je trouve. Enfin, c'est très électrique, en fait, au début. Et en même temps, cette vitesse, elle est aussi liée à un constat que vous faites sur la société, peut-être de manière un peu plus elliptique, mais où vous notez quand même à différentes reprises, en fait, le changement d'époque, depuis la fin des années 90, notamment le changement de rapport à la communication, ce qui revient assez souvent. D'ailleurs, vous le notez au sujet des ronds-points qui disparaissent, qui sont remplacés par les feux rouges. Le contraire, les feux rouges qui disparaissent, qui sont remplacés par les ronds-points, excusez-moi. Et donc, en fait, c'est aussi un roman sur l'époque. Et donc, il y a un chapitre, le chapitre 10, je crois, où vous êtes avec votre amie Hélène. Et en fait, vous auriez pu à ce moment-là appeler Claude. Donc, c'est un des six qui ponctue votre récit. Et vous ne le faites pas. Et donc, vous invoquez les différentes raisons qui vous empêchent, qui sont des empêchements à appeler votre Claude pour lui dire qu'en fait, il n'est pas obligé d'aller chercher Théo à l'école puisqu'il a une fête le soir ou un goûter. Et en fait, en filigrane de ça, il y a cette idée que finalement, téléphoner, ça nécessite un engagement physique qui est plus important que le fait d'envoyer un message. Aujourd'hui, avec les messageries instantanées, c'est très facile. Et vous notez ça, en fait, ce changement de rapport sensible au monde qui n'est plus le même aujourd'hui. Finalement, aujourd'hui, c'est beaucoup moins engageant de communiquer avec quelqu'un qui est loin de nous. Et donc, est-ce que c'est bien un des fils qui parcourt votre roman? Et qu'est-ce qui a changé dans ce rapport sensible au monde depuis la fin des années 90? C'est vraiment un livre qui parle de la fin du XXe siècle, c'est-à-dire avant la bascule dans le tout numérique. Et je regarde, en écrivant, j'avais pas prévu, mais en menant cette enquête sur comment nous vivions à ce moment-là et qu'est-ce qui fait qu'on aboutit à cet accident, je me rends compte qu'il y a tout un tas de choses qui sont déterminantes dans notre façon de vivre. Alors il y a cette histoire de coup de fil, en effet. Il y a un chapitre qui est fondamental parce qu'en effet, je dois passer un coup de fil pour dire quelque chose d'important et j'essaye de regarder de la façon la plus honnête possible vis-à-vis de moi-même pourquoi un coup de fil qu'on doit passer, finalement, on ne le passe pas. Donc à ce moment-là, je dors chez une amie à Paris, puisque je suis à Paris pour cet aller-retour chez mon éditeur. Aller-retour dont j'ai changé la date in extremis parce que nous avons eu des clés à l'avance de la maison que nous n'aurions pas dû avoir à l'avance, enfin, etc. Comme je vous le disais, tout a été chamboulé. Il y a eu des grands dysfonctionnements. Cet aller-retour à Paris en fait partie. Et chez mon amie, Hélène, nous sommes en fait en pleine régression de copines qui se retrouvent. On est en train de boire du martini sur un canapé. Elle me raconte sa nouvelle histoire d'amour avec une nouvelle femme qu'elle vient de rencontrer. Et évidemment, c'est passionnant. Ce qu'elle me raconte est totalement passionnant, et elle est comment, etc. Et je vois le téléphone, c'est encore le moment où il y a le téléphone posé dans un coin du studio.
Je sais qu'il faudra que j'attende 21h30 parce qu'à l'époque, à 21h30, la tarification était moins chère. Donc de province à province, on attendait 21h30. Il est encore trop tôt. Et vous savez, comme dans notre quotidien, le trop tôt se change très vite, très souvent en trop tard. C'est-à-dire qu'il y a une fenêtre dans laquelle vous pouvez réaliser une action. Ça veut dire que cette fenêtre, il faut être capable de se lever, il faut être capable d'interrompre les phrases de l'ami qui vous reçoit. C'est difficile d'interrompre quelqu'un qui vous raconte quelque chose, de lui dire « ça m'intéresse mais j'ai mieux à faire ». Il faut être capable de s'interrompre soi, trouver l'énergie pour se détourner. Et il faut savoir que quand on appelle quelqu'un, on sait qu'on va l'interrompre lui ou elle dans sa soirée. Et ce qui est important au fil de la soirée devient peut-être un petit peu moins important. On a tendance à réaliser le lendemain ce qu'on aurait pu réaliser le jour même. Il y a cette chose qui se dit dans les deux sens, ne jamais faire aujourd'hui ce qu'on peut faire le lendemain, et ne jamais faire demain ce qu'on pourrait faire après-demain. J'aime beaucoup ce genre de jeu avec le temps et petits arrangements avec soi-même. C'est vraiment un livre qui parle des petits arrangements avec soi-même. Et je finis par regarder de façon très précise ce que veut dire téléphoner, tout en sachant quand il y a quelqu'un dans la même pièce. Ça veut dire quand il y a quelqu'un qui va être le témoin de ce que vous allez dire au téléphone. Je suis avec mon ami qui est homosexuel et je ressens peut-être comme une gêne aussi à l'idée de devoir appeler mon compagnon et je me sens un peu hétéronormée. Allô, ça va ? Qu'est-ce que vous avez mangé ? Est-ce qu'il a bien appris sa poésie ? Tu vas bien faire attention ? Tout à coup, je me dis que c'est pas possible de donner cette image de moi. Je venais juste avant de lire un essai de psychanalyse, j'en parle, qui parle des mères. C'est très compliqué d'être mère. Les mères ont quand même souvent tout faux. On sait que quand on est parent, quoi qu'on fasse, on fait mal, et quand on est mère, on fait un peu doublement mal. Enfin, c'est assez amusant d'en parler comme ça, mais c'est vrai que la société nous tout un tas d'injonctions. Ce livre parle de toutes ces injonctions. Et je pense à cela aussi, tout se chamboule dans votre tête, en fait. Il y a des couches comme ça qui font que vous faites ou vous ne faites pas, vous n'accomplissez pas une action. Les mères sont désignées comme étant dévorantes, castratrices. Il y a toute une gamme de possibilités autour des mères. Donc j'ai tout ça qui se mélange dans la tête. Et puis c'est aussi un élan féministe qui fait que je finis par me dire mais ils se débrouillent. Oui, c'est l'autre discours politique qui vous traverse à ce moment-là, qui est lié en fait au rôle des pères dans le foyer, qui était un discours important à l'époque, enfin qui est toujours, mais sur lequel vous revenez. Oui, c'est vrai que dans les années 90, une des journaux les plus sérieux étaient quasiment toutes autour de ces nouveaux pères. On parlait des nouveaux pères, les nouveaux pères qui devaient apprendre à prendre une nouvelle place dans leur foyer, qui devaient s'occuper enfin de leurs enfants. Et ça voulait dire que les femmes devaient aussi apprendre, elles, à laisser la place, parce que les pères ne sont pas responsables de tous les manquements. Je pense qu'il y a... Bon, et ce livre parle de tout ça. Et c'est pour ça que ça m'intéresse d'écrire, de regarder très près ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, parce que ça parle de nous autres, ça parle d'une société, ça parle de l'intime, en effet, du collectif. Et j'essaye d'être à la fois dans une bonne foi affichée et de regarder les moments où on est un peu minable. Parfois, on est un peu pathétique et ça fait partie du jeu littéraire, que de tout regarder. Oui, effectivement, il y a cette position en fait où vous étudiez vraiment de manière complète en fait cet événement, et une réflexion que je m'étais faite, c'est que précisément le personnage de Claude, Claude est présent tout au long du livre, mais plus on avance dans le roman, puisque là on a un peu parcouru les chapitres, plus il est présent, et en fait les portraits que vous faites de lui vraiment arrivent plutôt dans la deuxième partie du récit. Est-ce que vous avez voulu faire un portrait de Claude ? Est-ce que c'était votre intention ? Quelle place il a dans ce récit exactement ? Alors non, j'avais même... C'est très naïf, aujourd'hui ça peut paraître sidérant que de dire cela, mais c'est vrai, j'avais pas du tout imaginé
si j'avais pensé d'ailleurs que j'allais faire le portrait de cet homme, ça m'aurait paralysée au point que j'aurais été incapable d'écrire, évidemment. Mais forcément, en parlant des différentes situations, il y a différents moments où il commence à émerger en creux. Et je crois que dans la deuxième partie, ce qui faisait aussi que je n'arrivais pas à écrire ce livre, que j'ai reporté ce livre pendant quasiment 20 ans, c'est que il y a eu tout un tas de pans de notre existence, enfin tous les pans de notre existence dont j'ai été la témoin. J'ai été là à tous les moments de nos déménagements, de nos emménagements, des différentes décisions que nous devions prendre pour le quotidien de nos vies communes, de notre vie commune. Mais il y a une journée dont je n'ai pas été le témoin. C'est la journée pendant laquelle ça arrive, puisque ça arrive en mon absence. Et je ne me sens pas autorisée à entrer dans ce que j'appelle la boîte noire de la dernière journée. Cette journée-là, je ne peux que l'imaginer, je ne peux que faire des recoupements, je ne peux qu'essayer de m'approcher très près de ce qui a très probablement eu lieu, mais je ne saurai jamais ce qui a eu lieu. Il s'agit d'un démarrage à un feu, et ensuite la moto se cabre et l'accident a lieu. Ça veut dire que c'est un accident ce n'est pas un accident qui va percuter un autre véhicule. On ne sait pas où se niche la responsabilité. Donc c'est très compliqué pour moi d'oser regarder ce qui aurait pu se passer. Un accident, ça se passe à une seconde près. Donc ça veut dire que j'essaye d'imaginer, par exemple, quel serait le dernier morceau de musique qu'il aurait écouté avant de quitter le bureau. En sachant que, comme je l'ai dit, l'une de ses fonctions importantes, c'était de faire des écoutes. Et j'essaye d'imaginer, et je pense que je me trompe absolument, ou pas, que je me dis que s'il écoute, par exemple, Coldplay, Don't Panic de Coldplay, du groupe Coldplay, qui fait 3 minutes 44, c'est pas la même chose que s'il écoute plutôt Dirge de Death in Vegas, qui fait 5 minutes 14. La différence va se nicher là. Donc j'essaye d'imaginer ce qu'il peut écouter avant de partir. J'essaye de voir si l'ascenseur dans ce grand établissement qu'est la bibliothèque arrive tout de suite ou pas. J'essaye de voir le temps qu'il faut pour... je sais, parce que quelqu'un me l'a dit, l'ami et collègue avec qui il a déjeuné à midi m'a dit qu'il avait par exemple oublié les 300 francs, c'était encore des francs, 300 francs retirés dans le distributeur. Donc je me demande, est-ce qu'il passe au distributeur pour récupérer son argent à la banque avant est-ce qu'il fait un crochet ou pas? Ça veut dire que toutes ces actions vont être une mécanique là aussi qui engendre un timing. Il y a un timing avec l'horaire de l'école, donc il faut que je fasse tenir cette dernière journée dans ce timing-là. Donc il y a 1000 possibilités et c'est très compliqué d'oser écrire cela, parce qu'en écrivant cela, je suis obligée de le regarder, de le faire apparaître, et finalement de vivre cette journée avec lui, cette journée qui m'a manqué, de savoir comment les choses sont arrivées. Donc, le sujet principal du livre, en fait, c'est peut-être le temps, le rapport au temps. Parce que finalement, le chapitre qui s'accomplit sur un temps le plus bref, c'est-à-dire quelques minutes, sur ce trajet, et le chapitre qui va durer le plus longtemps, que je vais étirer le plus longtemps, comme pour ne pas y arriver. L'impossibilité d'arriver à ce point de démarrage et ce point de chute. Donc il y a un paradoxe dans le rapport au temps. Et est-ce que c'est un paradoxe qui est celui-là, enfin qui est celui de la littérature précisément, au sens au moment de recevoir le prix Goncourt, vous avez eu cette phrase que peut-être la littérature avait ce pouvoir de conjurer la mort. Je me trompe pas, je crois que c'est ce que vous avez dit.
Est-ce que vous pourriez revenir sur cette déclaration et sur la manière dont la littérature justement peut approcher ce mystère-là de la mort? Pourquoi est-ce que c'est un espace qui permet justement d'interroger ce mystère-là? Alors je pense que de déclarer cela, c'est une bêtise absolue. Je pense que dans ce moment-là, ce qui est terrible, c'est quand on vous tend un micro, il est obligatoire d'y déposer quelque chose. Donc vous entendez dire quelque chose dont vous savez que c'est faux, que c'est ridicule, que ça va rester parce que vous êtes en train de dire quelque chose. Il faudrait à ce moment-là avoir le cran, le pouvoir de rester silencieux et de refuser la parole qui est attendue. C'est vrai que c'était compliqué, c'était évidemment que j'étais très heureuse de recevoir ce prix, mais pour ce livre-là, il y avait tout de suite comme un décalage. Alors, la littérature ne permet pas de conjurer la mort, elle ne permet pas grand-chose. J'ai parlé d'aveu d'impuissance, j'ai dit que malgré tout, cela permettait de faire émerger des liens. Elle permet aussi quelque chose qui est important, et je m'en étais rendu compte après l'écriture d'à présent également. Elle permet de se réapproprier une histoire que vous n'avez pas choisi de vivre. Parce que quand la mort ou quand quelque chose de violent, d'extrêmement violent et dévastateur surgit dans votre existence, vous êtes dans un rapport de soumission au monde. Tous mes livres, je crois, depuis le premier, ne parlent que de cela, de la soumission et de la domination. Que ce soit dans une salle de classe, que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans un couple, que ce soit dans un rapport plus politique au monde, on est confronté à des rapports de soumission et de domination. Quand l'accident arrive, vous êtes soumis à l'événement et vous subissez absolument tout. Vous subissez ce qui va se faire au moment de l'église, ce que va raconter, et les récits qui en sont faits. Le récit que va faire le prêtre, vous avez l'impression que que tout le monde est en plein délire. C'est un véritable délire. Le récit que vont en faire certains membres de la famille. Vous dites, oula, où je suis là aussi. Avec le rapport au déni, le lévitement généralisé. Le récit que vont faire au moment des obsèques, les pompes funèbres. Enfin, tout cela est du surréalisme pur. Et là, on est dans l'absence de sens intersidéral. Mais la seule chose, quand vous commencez à être capable de retrouver un peu de vos moyens, au bout de quelques mois, quelques années, la seule chose dont vous êtes capable, en tout cas ça a été mon cas, c'est de choisir les mots que vous allez assembler pour raconter votre version des faits. Ça, c'est vraiment ce qui se passe en écrivant à présent. Et je crois après coup que c'est de la raison de l'écriture d'à présent, pour se réapproprier ce que vous n'avez pas choisi de vivre. Et puis, vivre vite, 20 ans plus tard, ça a une autre vertu, si on peut dire, c'est de trouver, pour ainsi dire, des partenaires. Parce que je me suis rendu compte d'une chose qui, pour moi, est fondamentale, c'est qu'il y a, me semble-t-il, différentes sortes de deuils. Il y a des deuils qui peuvent avoir du sens par rapport à l'histoire avec un grand H. Alors qui peuvent avoir du sens parce qu'on peut expliquer quelque chose du point de vue de décision politique, du point de vue de décision collective. La plupart du temps, ce sens est un sens épouvantable, est un sens terrifiant. Dans le cadre, je ne sais pas, de bombardements, dans le cas d'attentats, il y a différentes personnes qui vont être concernées par un même lien à l'épouvante. Donc il va y avoir possiblement partage, non pas de la douleur, mais partage de l'expérience au sens large. Il va y avoir parfois procès. Il va y avoir souvent possibilité de se parler et parfois même commémoration. Ça n'enlève rien, évidemment, à la douleur épouvantable de la perte, mais
dans le cas où la mort n'a aucun sens, glisser sur une peau de banane, se planter tout seul en moto, il est impossible de raccrocher l'événement à rien. Ce qui veut dire que peut-être, en fait c'est un lecteur qui m'a dit ça un jour, c'est pas moi qui l'ai trouvé toute seule. C'est un lecteur qui a émis cette hypothèse, et j'ai trouvé que cette hypothèse était extrêmement intéressante et ça m'a éclairée. Quand on écrit, je crois qu'on est à l'aveugle et on ne sait pas vraiment ce qu'on cherche et comment on fait et pourquoi on fait des choses. C'est plus tard le lecteur qui va vous renseigner sur ce que vous avez fait. Et cette recherche de partenaires, ça commence par la reine Astrid, et puis ensuite il y a le naturaliste Émile Guimet, et puis il y a Tadao Baba, et puis il y a Paco Rabanne qui apparaît à la fin. Paco Rabanne parce que c'est l'année de l'éclipse. Et je mets en scène à la fin du livre, je me mets en scène au moment où je vais chez mes parents le 11 août 1999 pour regarder l'éclipse, avec les fameuses lunettes dont on nous avait dit qu'il fallait absolument... il fallait se protéger les yeux. Et je me dis à ce moment-là, mais pourquoi Paco Rabanne a espéré que ce serait la fin du monde? Pourquoi il a adhéré à la prédiction de Nostradamus? Donc je me mets à enquêter aussi sur Paco Rabanne. Et je me rends compte que Paco Rabanne perd son père à 8 ans, le même âge que mon fils. Son père fusillé par les franquistes. Et que là, il va, avec sa mère, fuir l'Espagne franquiste, et qu'il va venir se réfugier en France, et qu'il devient par la suite le grand dessinateur de mode qu'on connaît. C'est le seul ensuite, bon enfin bref, Paco Rabanne. Et je me dis, mais c'est incroyable, là aussi, il y a un lien qui me parle et peut-être qui me fait du bien, qui me rassure. Et le livre va fonctionner de cette façon, en dressant finalement une communauté de gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, avec tous ces musiciens de rock qui sont là d'un bout à l'autre du livre. Et ça fait une communauté totalement foutraque, de gens qui ont traversé, qui ont vécu au 19e siècle, qui ont vécu au 20e siècle, qui ont vécu même plus tard, et qui ont, sans le savoir eux-mêmes, un lien les uns avec les autres. Et je me dis que c'est finalement comme ma communauté de deuil, et peut-être que ce livre avait simplement cette vocation. Et je ne remercierai jamais assez le lecteur qui a émis cette hypothèse. Merci Brigitte, merci beaucoup. Je pense qu'on peut peut-être prendre quelques questions, si vous souhaitez rebondir sur notre échange, poser des questions à Brigitte Giraud. Vous pouvez tout à fait les poser, vous êtes les bienvenus. On va vous faire passer un micro. Bonsoir. J'ai eu plusieurs questions en lisant votre livre. Et là, je vais juste poser une question que j'ai eue en vous écoutant. Je voulais savoir qu'est-ce qui vous avait encouragé à partager ce livre et toute cette création, reconnaissance du puzzle et de la mécanique. En fait, qu'est-ce qui m'a poussée à écrire ce livre, finalement? Oui, c'est ça. C'est avant tout le besoin de reconsidérer le réel, comme je l'ai dit tout à l'heure, de le questionner jusqu'à lui faire cracher le moindre morceau, en fait. C'est vraiment ça. C'est-à-dire d'aller le plus loin possible dans nos mystères, en fait, dans le mystère du pourquoi de l'existence et des raisons qui font qu'on est en lien. Quels sont ces liens qui se font, qui se défont. Et en creusant quelque chose de très personnel, de très intime, on a beaucoup dit que ce livre était un livre qui parlait de l'intime. Et comme je l'ai dit, en effet, moi, l'intime ne m'intéresse que
parce qu'il est lié au collectif, mais je sais aussi que dans ce collectif, il y a le collectif de lecteurs. Et j'ai l'impression que plus on est sur le particulier, le singulier, plus il y a de chances pour que ça concerne d'autres personnes. C'est vraiment un livre dont j'ai essayé, mais comme tous mes livres, qu'il soit vraiment à l'épreuve de la justesse, pour ne pas dire de la justice, parce que finalement il y a peut-être un lien entre les deux, une façon de faire justice, je n'en sais rien, mais en tout cas l'épreuve de la justesse, de la transparence et de la vérité. C'est pour ça que j'ai reporté ce livre si longtemps, parce qu'il fallait que je sois capable de faire émerger toutes ces vérités. Donc ça, ce n'est possible que finalement, peut-être qu'il y a besoin de témoins. Mais pour moi, l'écriture ne peut se faire, c'est pas du tout la même chose que tenir par exemple un journal intime. C'est pas du tout le même type d'expérience. Là, moi, j'ai besoin de construire un texte de littérature, comme je le disais. C'est-à-dire une véritable construction. Parce qu'on est on est dans l'écriture, on est dans le lien à l'autre, il faut être juste, il faut être explicite, il faut que ce soit transmissible. Et c'est ce qui me fait travailler. D'accord, merci. Ça permet aussi de fermer le livre aussi, pour en écrire de nouveau, un peu dans l'image de dire au revoir à quelqu'un. Ça, je ne sais pas. C'est possible, mais je ne suis pas sûre que si le livre est clos, le chapitre d'écriture de ce livre est clos, mais pour autant, je n'ai pas l'impression que ça va clore quelque chose dans mon parcours, dans mon existence. Je ne suis pas sûre que ça met un terme au questionnement. Je ne sais pas encore. D'accord. Et excusez-moi, j'ai encore une question. C'était une question au moment de la lecture. Il y a la présence d'une petite voix. Et je voulais savoir qu'est-ce que ça représentait. C'est vrai qu'il y a une petite voix qui m'est venue au moment de l'écriture, parce que ce livre entremêle beaucoup de temps. Il y a un passé de la narration, il y a un conditionnel passé, si, il y a un présent de la personne en train d'écrire et qui mène l'enquête en même temps qu'elle est en train d'écrire. Et donc au moment où j'écris le livre, j'ai un temps d'avance, puisque je connais l'issue fatale, donc j'ai un temps d'avance sur celui qui est en train d'agir, j'ai un temps d'avance sur le lecteur, non, parce que j'essaye d'être au même niveau que le lecteur. Le lecteur, c'est tout de suite l'issue fatale. Il n'y a aucune sorte de suspense. Il serait absolument malvenu de jouer avec le suspense, évidemment. Mais le point de tension est ce point de tension dans lequel j'ai besoin de me mettre également. Donc la petite voix est là pour dire, puisque je n'ai pas pu agir, puisque j'ai été impuissante, puisque quand je suis rentrée à Lyon, c'était trop tard, je n'ai jamais pu. Et donc là, peut-être, c'est l'endroit où il est possible de dire n'y va pas, fais attention, prends tes affaires et tire-toi, ne te laisse pas séduire par cette musique qui est, par exemple, The Edge of Death in Vegas, qu'on ne peut pas interrompre parce que c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Ça, c'est les temps de la littérature, parce c'est le temps de nos existences. On est dans nos journées à plusieurs endroits en même temps, en plusieurs temps en même temps. On est dans ce qu'on a fait hier, dans ce qu'on est en train de faire, dans ce qu'on va faire à manger ce soir, dans ce qu'on doit accomplir le lendemain. On est différentes couches, et beaucoup de mes livres essayent de juxtaposer tout ça. C'est très réel, c'est très concret en fait. Bonsoir. Vous parlez donc de cette peur d'écrire ce livre, mais vous parlez ensuite à l'instant de la structuration littéraire et du coup Alors je me demande si au final le résultat avoir le résultat devant les yeux fait aussi peur ou engage une autre peur
ou au contraire rassure un peu d'avoir pu se mettre dans cette vérité et C'est une très bonne question aussi, merci. Je n'ai jamais cessé de me demander quand j'ai... parce que écrire, c'est une chose. Publier, c'en est une autre. Après, il y a un travail avec l'éditeur. Ça veut dire qu'on a besoin d'être dans une confiance absolue avec son éditeur. C'est l'éditeur qui sait, en général, ce que ne sait pas l'écrivain, à savoir, est-ce qu'il y a un livre? Est-ce qu'il y a un texte littéraire? Est-ce que ce texte est transmissible? Est-ce que ça peut devenir un livre dans une rentrée littéraire ou un autre moment? Il se trouve que j'ai une grande confiance en mon éditrice, comme à l'époque où j'ai publié À présent. Mon éditeur était Jean-Marc Roberts, aux éditions Stock, qui m'a accompagnée pendant de longues années. Il est mort en 2013, donc ça a été également un deuil important parce que il a fallu que je me sépare aussi de Jean-Marc Roberts, qui a été la première personne à recevoir un manuscrit par la poste et à me publier. À ce moment-là, Jean-Marc Roberts, quand j'avais envoyé les feuillets de À présent, il savait que l'accident avait lieu puisque j'étais chez Stock le jour de l'accident. Il ne savait pas du tout que j'étais en train d'écrire un récit. Et quand j'ai eu fini, je l'ai appelé, je lui ai dit, j'ai écrit quelque chose qui a un lien avec l'accident, mais je suis pas du tout sûre qu'il y ait un livre. Et là, Jean-Marc Roberts m'a dit à ce moment-là, tu mets les feuillets dans une enveloppe, tu vas à la poste, c'était l'époque où on allait à la poste, tu vas à la poste, tu mets ça dans une enveloppe et tu envoies ça, et après c'est moi qui te dirai s'il y a un livre ou pas. Il faut avoir grande confiance en son éditeur parce que c'est vraiment pas rien. Et là, quand j'ai publié Vivre vite, je me suis quand même demandé les semaines qui ont suivi et les mois qui ont suivi, et même encore un peu maintenant, si j'avais pas fait une grosse bêtise. Parce que cette histoire, elle me concerne moi, mais elle concerne aussi d'autres personnes qui sont très proches. Et par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure de ce chapitre qui concerne la dernière journée, où je n'étais pas là, je n'arrive toujours pas à savoir si je pouvais m'autoriser, à... Le langage est quelque chose de fascinant et il détient tout ce qu'on pressent et tout ce qu'on recherche et tout ce qu'on évite. Je ne savais pas si je pouvais m'autoriser et je ne sais toujours pas s'il fallait m'autoriser. Mais c'est fait et c'est fait. C'est une très bonne question. Oui. Merci beaucoup pour votre intervention, c'était très éclairant. Il y a une question que je voudrais vous poser parce que c'est quelque chose que vous avez effleuré un peu tout le long. Mais en fait, vous avez voulu remonter la chaîne des causalités qui ont provoqué l'événement et vous avez mentionné ça, que en fait, si on veut voir des causalités, on en trouve forcément. Et vous avez évoqué très rapidement la question de la folie, de l'obsession du moins. Mais alors, c'est peut-être justement, précisément, peut-être trop intime comme question là, mais est-ce que il y a un moment donné où justement on risque pas de se perdre? Parce que vous parlez de vérité, etc., sur cet événement-là, sachant qu'elle est impossible. Et puis en même temps, voilà, on fait des détours très étonnants, on se retrouve à voyager, à se poser beaucoup de questions sur beaucoup de choses. Quand est-ce qu'on sait, vous avez mentionné en rigolant, bon, il aurait pu faire 3000 pages, mais quand est-ce qu'on sait qu'il faut s'arrêter précisément et justement, en fait, cette question, se replonger dans l'événement comme ça, en recherchant la cause absolument, est-ce que il y a une dimension consolatrice, mais pas vraiment, et voilà, et cette question de la folie, comment est-ce que vous abordez cette question-là de la folie? Je crois que l'écriture a un lien avec l'obsession. Pour moi, il me semble qu'on n'est pas écrivain si on n'est pas obsessionnel. Pour écrire un livre, il faut être obsédé par ce qu'on est en train d'écrire. Et parfois, il m'est arrivé d'abandonner un livre au bout de 50 pages parce que finalement, j'étais pas assez obsédée par... ça m'intéressait finalement pas au point que j'avais imaginé. Donc, quand je dis la folie, c'est pas tout à fait la folie, puisque quand on est fou, on ne se pose pas la question de savoir si on est fou. Donc,
par définition, ça n'en est pas, mais c'est de l'obsession à un point. Quand il s'agit en effet d'un événement qui n'a pas de cause apparente, on est bien obligé de comprendre quelque chose qui est très effrayant, c'est de savoir pourquoi l'autre s'est mis en danger. Quel est ce degré de danger? Qu'est-ce que ça vient dire aussi de l'autre? Il reste tout un tas de zones de mystère, je ne saurais jamais, mais je sais depuis le début que je ne saurais jamais. Mais j'ai besoin de mettre de l'ordre, et donc si le livre n'a pas de vertu consolatrice, on dit comme ça, une des vertus peut-être c'est d'organiser, c'est de mettre de l'ordre, c'est de mettre du concret, de remettre du concret. Tout ce dont je parle est extrêmement concret d'un bout à l'autre de l'écriture de ce livre. J'écris rarement avec des idées, de la pensée comme ça qui flotterait, pas du tout. Je n'ai pas de message à délivrer, par exemple, jamais. Mais besoin des choses concrètes du quotidien. Et le quotidien nous informe sur qui nous sommes et sur les paroles qu'on prononce. Et enfin, bon, tout cela et il n'y a qu'à regarder pour savoir comment nos vies sont organisées, comment nos liens aux autres sont, à quoi ils se nourrissent, comment ils se transforment, et tout est là. Et le travail d'écriture, c'est de faire émerger ce qui est invisible, mais ce qu'on peut, c'est interpréter des signes qu'on a sous les yeux. Donc c'est vraiment une question de borner, et pour moi le puzzle est vraiment une image qui m'est venue au fur et à mesure que je parlais du livre en librairie. À un moment, l'image du puzzle m'est venue et je me suis dit, mais c'est exactement cela. C'est un puzzle avec... c'est compliqué un puzzle, il y a plein de pièces qui se ressemblent, une organisation de folie. C'est un jeu de loi aussi, par exemple. Il y a beaucoup de métaphores possibles pour qualifier ce livre, il me semble. Je me demandais, par rapport à cette question du temps qui traverse tout le livre, est-ce que c'était une question la question du rapport au temps, est-ce que elle préexistait à l'accident ou est-ce que c'est quelque chose qui est apparu après? Est-ce que je me demandais à quel point, si c'était pas une question qui préexistait, à quel point est-ce que ça a pu vous remettre, à quel point est-ce que ça a pu remettre en question votre rapport au temps? Je saurais pas trop répondre en fait. De toute façon, l'écriture, même quand il ne s'agit pas de ce type de livre, c'est toujours en lien très étroit avec le temps. Parce que le temps de l'écriture lui-même va dilater le temps. C'est un jeu sur le temps et des moments d'accélération, des moments de... C'est très étrange ce lien à l'écriture au moment où on est en train de fabriquer, de construire le livre. Après, là, c'est un peu particulier parce qu'il y a différents temps. Il y a une époque, la fameuse fin du XXe siècle. C'est un livre qui parle du désir aussi. Il y a un lien au désir très fort pour moi. Le désir peut-être d'un homme pour ce qui le rend vivant, c'est-à-dire le lien à la vitesse, le lien au rock'n'roll, le lien à c'est un livre qui parle d'amour en fait, qui ne parle que d'amour finalement. C'est un livre qui parle de l'époque en remettant au cœur de cette époque ce qui était essentiel, c'est-à-dire le lien au désir. C'était un moment, la fin du XXe siècle, où le désir existait avant de posséder. C'est-à-dire qu'on pouvait rêver et désirer pendant des mois d'un album de musique qu'on allait commander en import aux États-Unis, en Angleterre, je sais pas où.
Et le jour où on recevait cet album, on l'écoutait jusqu'à épuisement. On épuisait ce qu'on avait parce que c'était rare. Le coup de fil, c'est la même chose en fait. Le téléphone était rare parce que c'était cher. Donc ça veut dire qu'il y avait un rapport à l'intensité qui n'était pas tout à fait le même qu'aujourd'hui. C'est vrai qu'on vit dans un monde où on est dans un monde de streaming. On parlait des ronds-points. Les ronds-points, pour moi, c'est le symbole du libéralisme, c'est-à-dire ça s'arrête jamais. Alors que le feu, il faut être capable de s'arrêter à un feu. Et on voit très bien aujourd'hui, quand on s'arrête à un feu, qu'est-ce qu'on fait? On prend son téléphone. Il y a un rapport au flux. C'est quelque chose, c'est une expérience qui m'a vraiment traversée quand j'ai écrit. Je me suis rendu compte à quel point, quand on allait emprunter 3 disques ou 3 livres dans une bibliothèque, ces 3 disques, il fallait les choisir. On avait peur de se tromper. On voulait telle musique, mais c'était déjà emprunté, donc il fallait en choisir un autre par défaut. Et ce qu'on écoutait chez soi par défaut, parfois était une découverte fabuleuse. Et on avait aussi la notion de pour revenir sur le temps du travail qu'il fallait mettre en œuvre pour réaliser un album de musique, du temps long, du collectif, des répétitions, du studio, des prises de voix. Il y a tout un tas de films qui existent sur les enregistrements de tel album, des Beatles, des Stones, de je ne sais qui. C'est fabuleux de voir le rapport aux artistes et aux groupes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le streaming va nous donner un morceau, un artiste, un morceau, un autre artiste, et le rapport à l'album, c'est-à-dire le temps long de composition, est quelque chose qui a disparu. Et je trouve important de se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, le désir était quelque chose qui nous permettait d'être doublement vivants. Alors je dis pas qu'on est moins vivant aujourd'hui, c'est pas ça, mais c'est compliqué de posséder beaucoup de choses, que les choses viennent à vous alors que vous ne les ayez pas espérées. C'est un rapport au monde qui est pas tout à fait le même. Bonsoir, moi j'ai une question par rapport à l'élaboration de ton roman. Je voulais savoir si tu avais pris des notes depuis un moment avant de te mettre à écrire. Comment s'est élaboré un peu le récit, Alors il y a eu plein de niveaux d'enquête différents. Il y a par exemple tout ce qui concerne le rapport à la moto, le rapport au Japon. Il y a plein de choses que j'ai notées en travaillant sur des sites de ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Au milieu de l'écriture du livre, par exemple, il y a un moment où je me dis, mais bon sang, il y a bien eu un événement dans le monde, de par le monde, qui a dû avoir lieu la veille ou l'avant-veille, qui aurait pu rappeler à cet homme que vivre est dangereux et qu'il faut faire attention. Et là, je me mets à chercher frénétiquement dans des coupures de presse que j'ai gardées de l'époque, dans des vieux numéros des Inrecuptibles, de Libération, de l'Obs, du Nouvel Obs, j'en parle à un moment. Et là, je passe des jours à essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé entre le 20 et le 19 et le 22 juin 1999. Quelle est l'info énorme qui aurait pu, à ce point, percuter notre existence pour qu'on ait comme un électrochoc et qu'on se dise « Oula, je fais attention et je traverse dans les clous ». Et en cherchant, donc là, le temps d'écriture est arrêté, et j'enquête et je cherche. Et c'est là que je tombe sur la vidéo aussi d'Elikaku. À un moment, il y a Elikaku, c'est totalement fou d'imaginer qu'Elikaku va débouler dans ce livre. Mais ça a du sens parce que ça a un lien avec la famille qui était celle de Claude, le rapport à l'Algérie, le rapport à l'exil, l'idée enfin, tout fait sens finalement, tout va s'emboîter. Donc il y a plein de moments où j'arrête l'écriture parce que j'ai besoin d'enquêter. Je fais des diversions. Et ça, j'aime beaucoup. Faire entrer dans le livre ce qui n'était pas prévu. Et c'est en cherchant que je tombe sur l'accident de Stephen King. Je ne le savais pas. Et je me dis, non, mais ça, c'est dingue. Mais c'est énorme, Stephen King. Et je m'en mets finalement à en vouloir à Stephen King parce que lui, parce qu'il n'est pas mort. Et comme il n'est pas mort, ça ne nous a pas alertés.
Et donc là, je fais entrer de la mauvaise foi plus, mais c'est intéressant aussi de se montrer jaloux, de se montrer envieux, de se montrer en colère. Et voilà, donc il y a plein de strates différentes d'écriture. Et je voulais savoir si tu t'étais mis une date justement de fin d'écriture ou quelque chose comme ça quand tu fais l'enquête. Donc si j'ai bien compris, t'as pas pris de notes avant, donc tu t'es dit à un moment donné, je m'y mets parce que j'ai suffisamment, enfin il y a un déclic. Et puis après tu fais ton enquête et tu fais tes enquêtes, tu écris et puis tu... Bon, c'est plus foutraque que ça en fait. En fait, moi je suis très 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 désordonnée. C'est, je sais même plus comment dire, mais je sais plus. Il y avait des notes évidemment, il y avait il y avait tout un tas de. On écrit à partir de tout un tas de matériaux. On fait feu de tout bois. À un moment, il y avait un témoin qui était là sur le boulevard, qui m'avait écrit, donc j'avais cette lettre dans un coin. Personne que je n'ai jamais voulu rencontrer parce que je voulais pas, j'avais pas envie de me retrouver avec cet homme qui promenait son chien dans un café. Il m'aurait dit, j'avais pas envie qu'il me dise. J'ai tout un tas de matériaux qui sont, j'ai du matériau à gogo en fait. Et j'ai gardé certaines choses, j'ai réinventé d'autres choses, je suis allée chercher. J'aurais pu aussi, pour revenir sur la question que m'a posée monsieur tout à l'heure, on m'a demandé aussi souvent pourquoi je n'ai pas fait un procès à Honda. Ça aurait pu être faire un procès à Honda plutôt que d'écrire le livre. Ça aurait pu être une alternative, pourquoi pas. Ça peut avoir du sens aussi de placer son énergie dans un combat, dans ce combat-là. Je n'avais pas envie d'être dans ce type de combat parce que je vous parlais tout à l'heure de domination et de soumission et j'ai quand même perçu assez vite que le rapport de domination allait peut-être être très écrasant et je fais l'analogie dans le livre où je parle des personnes qui ont été par exemple irradiées en faisant leur service militaire en Algérie avec les essais nucléaires ou les personnes qui ont inhalé de l'amiante, etc., etc. Les procès, c'est toujours quelque chose qui est très hasardeux et qui, pour le coup, est peut-être pas tellement consolateur, mais vous emmène peut-être très 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 loin. Voilà, donc c'est une alternative. Je pense qu'on va, s'il n'y a plus de questions, s'arrêter là pour ce soir, en tout cas pour la première partie de la soirée. Merci beaucoup, Brigitte. Merci infiniment pour cette rencontre.